Après notre premier volet sur les lois de Newton, voyons une première application. Voyons l'application des lois de Newton à la chute libre. Il s'agit d'une compétence exigible. En effet, pour le bac, nous devons savoir connaître et exploiter les trois lois de Newton, et en particulier les mettre en œuvre pour étudier des mouvements dans des champs de pesanteur et électrostatiques uniformes. Nous allons simplement voir le cas du champ de pesanteur, qui est le plus classique. Donc considérons un projectile lancé à un instant t égale 0 avec une vitesse v0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale dans le champ de pesanteur. C'est assez classique comme présentation du problème. Bon, le projectile peut être un oiseau Angry Birds, mais ça peut être aussi un ballon de rugby, une balle de tennis, n'importe quel objet en fait fera l'affaire. Et donc on envisage une vitesse V0, cet angle alpha est reporté ici par rapport à l'horizontale. Nous allons considérer le problème à deux dimensions, et donc nous plaçons dans un référentiel galiléen, muni d'un repère orthonormé x, o, y. Appliquons la seconde loi de Newton, puisque c'est un référentiel galiléen, on peut appliquer la seconde loi de Newton. Donc il s'agit d'une chute libre. Alors, petit point de détail, la chute libre en physique, c'est le fait qu'on n'est soumis qu'à son poids. Et non pas le fait qu'on n'ait pas de vitesse initiale. Entendons-nous bien, donc c'est un point à retenir. Lorsqu'un objet n'est soumis qu'à son poids, on dit qu'il est en chute libre. Donc la somme des forces extérieures se réduit simplement au poids P, qui vaut le produit de la masse par la constante gravitationnelle G. D'un autre côté, nous avons la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Comme la masse est une constante, nous rappelons que la quantité de mouvement s'écrit le produit de la masse par la vitesse, et donc on peut sortir la masse, et donc dp à dt est simplement égal à m dv à dt, et dv à dt, c'est l'accélération. C'est quelque chose que nous avons déjà vu précédemment. Ainsi, mg est égal à ma. La masse s'élimine des deux côtés, et nous avons simplement le fait que l'accélération est égale à la gravité. Or, l'accélération a pour coordonnée la dérivée par rapport au temps des coordonnées de la vitesse, dvx à dt, dvy à dt. Et g, dans le repère orthonormé tel que l'on s'est donné, avec un axe vertical dirigé vers le haut, a pour coordonnées 0 et moins g. Si, lorsqu'on identifie a à g, on identifie chacune des coordonnées. dvx est égal à 0 et dvy est égal à moins g. Ceci veut dire que Vx est égal à une constante. En effet, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, je trouve 0? C'est une constante. De la même façon, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, me donne moins g? Ça va être simplement moins g fois t plus une constante. Si je dérive ça, à chaque fois quand vous faites ce qu'on appelle une intégration, posez-vous la question, et si je le dérive, qu'est-ce que ça donne? Donc si je dérive une constante, ça me donne 0. Si je dérive moins gt plus une constante, je vais obtenir simplement moins g. Donc c'est juste, ça marche. Le problème, c'est de déterminer ces constantes, ax et ay, qui sont des constantes d'intégration, qui ne correspondent pas à quelque chose de physique pour l'instant. Donc pour cela, en fait, on exprime la vitesse à t égale 0. Alors ça, il faut revenir un petit peu à faire un peu de géométrie. Vecteur V0 qui fait un angle alpha par rapport à l'axe OX a pour coordonnées selon X V0 cos alpha. C'est dans ce triangle rectangle on envisage donc cette longueur, ça va être V0 cos alpha, et celle-ci, ça va être V0 sinus alpha. C'est quelque chose de très classique. Si vous ne le comprenez pas tout à fait, apprenez-le par cœur dans un premier temps, mais réfléchissez un peu et vous pouvez le retrouver. C'est lié au fait que cosinus alpha, c'est égal à cette longueur divisée par l'hypoténuse. Donc du coup, cette longueur, c'est V0 cos alpha. Voilà. Alors, à partir de là, on en déduit par ailleurs. Donc ça, c'est par ailleurs. Donc on a V0 qui va coordonner V0 cos alpha, puis par ailleurs, on a Vx de t égale à x et Vy de t égale moins gt plus ay. Donc si je mets t égale 0 là-dedans, je vais trouver Vx de 0 égale ax et Vy de 0, ici ça va partir, égale à ay. Si j'ai deux expressions pour V0, c'est là que je fais de la physique en fait. Quand je dis que V0 c'est V0 cos alpha et V0 sinus alpha, et donc je vais identifier ces deux expressions. Donc je vais avoir ax égale V0 cos alpha et AY égale V0 sinus alpha.
D'accord? À partir de là, Vx et Vy, je peux exprimer Vx et Vy. Vx vaut V0 cos alpha et Vy vaut moins Gt plus V0 sinus alpha. Maintenant, on peut aller encore plus loin. En effet, V et Vx et Vy, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse qui valent la dérivée par rapport au temps de x et la dérivée par rapport au temps de y. Ainsi, cette expression-là va donner dx à dt égale V0 cos alpha, et celle-ci va nous donner dy à dt égale moins gt plus V0 sinus alpha. C'est exactement pareil que tout à l'heure, rebelote. Il faut se poser la question, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, j'obtiens V0 cos alpha? Ça va être simplement V0 cos alpha t plus une nouvelle constante. Puis ici, c'est un petit peu plus subtil, j'ai déjà t. Donc comment je peux faire pour avoir t dans une dérivée? Il faut que j'ai un t carré, mais attention, parce que quand je vais dériver de t carré, ça va me donner 2t, donc il faut que je rajoute un 1,5 devant. D'accord? Là encore, on se pose la question, et si je dérive ça, ça donne quoi? Donc si je dérive ça, ça va me donner 2t fois g divisé par 2, les deux vont s'en aller, et je vais bien obtenir mon moins gt, avec le moins qui est là. Le V0 sinus alpha, il va être multiplié par t. Si je dérive ça, j'obtiens V0 sinus alpha. Et puis j'ai à nouveau une constante. Et comment on fait pour déterminer cette constante? Toujours pareil, on exprime les conditions initiales. Et donc dans ce cas-ci, cas assez simple, où initialement notre objet est en 0, 0 comme coordonnée, on va obtenir que Bx est égal à 0 et By égale à 0. Si on imagine qu'on met t égale 0 là et là, on va trouver x égale bx, x de 0 égale bx, et y de 0 égale by. Donc, seule solution pour dire on est parti du point 0, 0, c'est dire bx égale 0 et by égale 0. Et donc au final, nous obtenons l'expression de x en fonction du temps, x de t égale v0 cos alpha t, y de t égale moins 1,5 de gt carré, plus v0 sinus alpha t. Alors, bien entendu, dans un sujet de bac, il pourra y avoir d'autres subtilités. L'angle, il pourra s'appeler bêta à la place de s'appeler alpha. On peut imaginer aussi que l'objet parte non pas de 0, 0, mais qu'il ait une position initiale non nulle, ce qui va rajouter des constantes. Voilà, donc ce calcul est à comprendre, il faut savoir faire intégralement. Si vous regardez les sujets de bac qui sont tombés en 2013, on voit qu'il est demandé d'obtenir ces équations. Ces équations s'appellent les équations horaires. Donc il faut savoir obtenir les équations horaires à partir de la seconde loi de Newton. Donc tout le calcul doit être connu. Alors, c'est bien d'avoir le schéma en tête. Quelle est la grande structure de ce calcul? Donc on part des secondes lois de Newton par intégration. Donc intégration, ça veut dire je détermine quelle est la fonction qui est telle que lorsque je la dérive, j'obtiens ça. Donc par intégration, la seconde loi de Newton, elle nous donne les coordonnées de l'accélération. Donc par intégration, je vais obtenir les coordonnées de la vitesse, mais ça va me faire apparaître des constantes d'intégration. Il va falloir les déterminer. Comment on les détermine? On exprime la condition initiale sur la vitesse. Initialement, la vitesse avait telle valeur, ça correspond à x et à y. À ce moment-là, on a l'expression de Vx et Vy qui est complètement connue, mais comme Vx et Vy, c'est en fait la dérivée par rapport au temps du vecteur position, je peux obtenir toujours par intégration, l'expression de x et de y par rapport au temps. J'ai des constantes d'intégration qui apparaissent. Comment fait-on pour les déterminer? Toujours pareil, à l'aide des conditions initiales, cette fois-ci sur la position, et j'obtiens des équations horaires connues. Voilà, donc ce schéma était vraiment à comprendre, à savoir faire. Là, on l'a vu pour le champ, un champ de pesanteur uniforme, mais il faut aussi savoir faire avec un champ électrique. On peut aussi imaginer des sujets où on va avoir la troisième dimension, un Vz de t. Dans ces cas-là, en fait, on fait apparaître des constantes. Il ne se passe pas grand-chose, en fait, selon z, puisque si je rajoute une autre coordonnée ici, j'ai rien, il n'y a pas de force selon cet axe, et donc je ne vais obtenir que des constantes, et si je suis parti d'un z égale 0, je vais maintenir un z égale 0 tout du long, puisque le mouvement est plan. Voilà, donc c'est quelque chose à connaître, à travailler. Je vous conseille de revoir cette vidéo plusieurs fois, et puis surtout de prendre un stylo, un papier, un crayon, et de refaire ces calculs, les connaître suffisamment pour être capable de les faire tout seul. Il faut vraiment que ça vienne tout seul. Bon courage, à très bientôt.